Non, mais faut pas y passer. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à Astronomy on Tap, cette fois-ci en français. C'est bien. Donc ce soir, on aura deux présentations de deux excellents chercheurs. On va commencer avec Céline Gouin, chercheuse à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc le déroulement de ce soir, c'est deux présentations de entre 15 et 20 minutes. Après, il y aura beaucoup de temps pour poser des questions. On fait une pause pour tout le monde aller au bar, prendre une bière. N'hésite pas d'aller au bar pendant les présentations, bien sûr. Et dans le pause, après la présentation, n'hésitez pas de va vers Céline ou Constantin, ici au centre, l'autre speaker de ce soir, et poser des questions. Tu pourras aussi poser des questions à moi et à Sophia, si jamais. Ouais. En anglais, s'il vous plaît. Et oui, les présentations sont en français, mais si jamais vous êtes plus à l'aise de poser des questions en anglais, n'hésite pas, même en allemand, on a un traducteur. Au portugais, on plus. Espagnol. Espagnol en plus, donc dans tous les cas. On va commencer. Et avec ça. This is my decision. Ah oui, elle est parlée en français. Donc je mets un timer quand même parce que je suis pas sûre de combien de temps ça va faire parce que c'était une ancienne présentation d'1 heure, mais j'ai supprimé beaucoup de choses, donc ça devrait aller. Je vous préviens. Du coup, moi je suis chercheuse à l'Institut d'astrophysique de Paris, nouvellement permanente CNRS, et du coup je travaille sur les amas de galaxies et leur place dans l'univers. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc déjà, où est-ce qu'on est dans l'univers? C'est quoi notre adresse en fait? Donc on sait qu'on est sur la Terre, ok? Et au final, si on prend la différence entre une bactérie et la Terre, la différence de taille, c'est la même que la Terre, la galaxie. Donc ça vous donne un petit ordre de grandeur. Et en fait... Ah oui, en plus j'avais un film, j'avais oublié. Donc là, vous avez la Terre, un peu après le système solaire, donc d'abord la Lune et les comment ça s'appelle? Les planètes? Non, les astéroïdes, voilà, qui distinguent les planètes telluriques des planètes gazeuses. Bon, après vous avez tout le système solaire, donc là on voit déjà même plus la Terre, pour vous donner un ordre de grandeur. J'avais essayé de la mettre en accéléré, mais bon, ça n'a pas trop marché. Et tout ça pour... Alors, au final, on est dans un nuage, le nuage d'Oort. On a des voisins qui correspondent en fait à Proxima du Centaure, Sirius, etc. Donc les autres petites étoiles à côté. Et finalement, ces étoiles... C'est toutes ces étoiles qui se rassemblent pour former la Voie lactée, donc notre galaxie. Donc en fait, qui sont eux-mêmes dans une bulle, qui sont dans un bras de la Voie lactée. Et là, je ne vais pas vous spoiler davantage. Donc voilà, au final, nous, on est vraiment en banlieue de notre galaxie. Donc on a la Voie lactée, qui est une spirale bleue typique de galaxie. Et en fait, on est dans un bras. Et dans un bras assez loin. Donc on n'est pas autour du trou noir supermassif, dans le centre. Non, on est en banlieue, tranquille, dans ce qui s'appelle le bras d'Orion. Où est-ce qu'elle est cette galaxie en fait, dans notre univers? En fait, elle appartient à ce qu'on appelle le groupe local. Donc en fait, elle est rassemblée avec d'autres galaxies. Et en fait, c'est un ensemble de 40 petites galaxies qui constituent le groupe local. Donc il y en a 3 qui sont assez massives. Donc il y a la Voie lactée, M31 et M33 et une quarantaine d'autres petites. Donc en fait on peut dire qu'on est dans une capitale de ce petit groupe. Et ce petit groupe, où est-ce qu'il est? Donc si on augmente encore la taille, et en fait ce groupe local, faut dire que chaque point c'est à peu près une galaxie. Et donc en fait ce groupe local c'est un petit ensemble de galaxies qui lui-même en fait est voisin de ce qu'on appelle l'amas de la Vierge. Donc peu à peu, on se rapproche de l'amas de la Vierge et on est dans une sorte de structure
vous voyez qu'il ressemble un peu à un filament. Donc ce sera un spoiler pour après. Ah, et je pensais que j'avais écrit notre adresse. Voilà, donc en fait, planète Terre, du système solaire, du groupe local, voisin de l'amas de la Vierge. Et donc, qu'est-ce qu'un amas du coup? On a vu que du coup, il y avait ce qu'on appelait l'amas de la Vierge. Donc en fait, les amas de galaxies, qu'est-ce que c'est et comment on les observe? Donc en fait, on les voit d'abord dans le visible. Donc en fait, c'est la lumière vraiment qu'on peut voir nous tous, qui correspond à la longueur d'onde de nos yeux. Donc du bleu au rouge, la lumière visible. Et en fait, grâce à ça, on peut déjà voir les étoiles. Donc le soleil, on peut le voir avec notre œil. Et du coup, c'est comme ça qu'on décèle les amas de galaxies. Donc là, par exemple, on voit bien qu'on a des rassemblements de galaxies au centre. Et on se dit, ok, bah, y a plusieurs galaxies entre elles, on va appeler ça un amas de galaxies. Et en fait, ces galaxies, ça représente que 5% de la masse qu'il y a dans un amas. Donc il y a aussi en fait ce qu'on appelle le plasma chaud. Donc c'est en fait du gaz qui entoure toutes ces galaxies et qui représente cette fois 15% de la masse. Donc on peut le voir en rayons X. Donc on a des télescopes X qui nous permettent en fait de retracer la distribution du gaz chaud. Et donc on voit qu'on a bien ces taches de gaz chaud dans les amas. Et on voit que ça correspond. Donc on se dit, ok, on a des galaxies et on a du gaz chaud. Ça, c'est ce qu'on voit de notre amas. Et en fait, ça représente que 20%. Donc en fait, il nous manque 80% de la masse des amas. Et donc le reste, c'est la matière noire. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il reste de la matière. En fait, on peut mesurer la masse des amas. Ça nous donne un total, par exemple 20 kg. Et on se rend compte qu'en fait, y a 5 kg qui correspondent à ce qu'on a vu, si on compte les étoiles, etc. Et donc en fait, il nous manque 15 kg qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc en fait, on va utiliser la théorie de la relativité d'Einstein pour voir la matière noire, qui en fait est transparente. Et en fait, elle est supposée courber l'espace-temps. Donc là, on peut voir, par exemple, en fait, on voit qu'il y a des courbures. Et en fait, comment ça se traduit visuellement? C'est qu'en fait, si on a une galaxie qui est très loin, et nous, on observe, si en fait, il y a un amas qui est devant, ça va courber l'espace-temps. Et en fait, du coup, ça va courber, et du coup, en fait, ça va nous apparaître tout déformé. Donc c'est un mirage optique. Et donc, en fait, on voit des choses vraiment bizarres, comme ces images, qui s'appellent du coup des lentilles gravitationnelles. Donc en fait, cette grosse masse courbe tellement que ça nous fait un mirage visuel, et on voit des déformations, et en étudiant ces déformations, on peut en déduire la masse. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une masse manquante. Donc ça, c'est pour ce qu'on voit de plus flagrant. Et on peut aussi voir des toutes petites déformations. Donc là, par exemple, si vous avez juste des petits points à l'arrière-plan, qui sont tout simples, si vous mettez une grosse masse devant, et vous voyez qu'en fait, ça change la forme des petits points et ça change leur orientation. Et c'est ça qu'on utilise, l'orientation des galaxies derrière, et là, on peut en déduire la masse. Donc au final, on peut retracer cette matière noire en bleu. Donc ces nuages bleus, c'est ce qu'on a compris qu'était la matière noire. Les galaxies, c'est ce qu'on voit en jaune, typiquement. Les étoiles des galaxies qui émettent de la lumière visible. Et en rose, c'est le gaz. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs observations, ça va nous permettre de regarder les différentes composantes. Donc le gaz, la matière noire et en optique, les galaxies. Et donc déjà, on peut voir qu'en fait, les amas, ils sont très divers. Il y en a des différents partout dans l'univers, c'est comme les humains. Donc en fait, il y en a où le gaz, il va suivre la matière noire. Donc là, ça reste à peu près centré. Là aussi, des fois, ça ne correspond pas du tout. Genre la matière noire, elle est au bord et le gaz, il est au centre. Ça, par exemple, typiquement, on pense qu'en fait, c'est deux amas qui sont en train de choquer. Et en fait, ils ont fini de se choquer. Le gaz, lui, il bouge plus lentement, alors que la matière noire, elle bouge directement, parce que le gaz, il est ce qu'on appelle collisionnel. Donc, en fait, la collision va faire qu'il va y avoir de la friction, etc.
Donc le fait d'avoir toutes ces composantes permet de mieux comprendre les amas. Et maintenant qu'on sait déjà de quoi ils sont constitués, comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'ils se forment dans l'univers. Donc en fait, d'un point de vue théorique, on peut, par des simulations, typiquement, vu que l'univers, on peut dire au premier ordre, c'est majoritairement que de la matière noire, on va faire une simulation, on va mettre que des points de matière noire, donc tous les petits points jaunes, on met qu'un champ de matière noire, et puis on met juste les équations de la gravité, et on voit comment ça évolue. Et ce que ça donne, c'est qu'en fait, ça se transforme en toile. Donc en fait, peu à peu, la matière, elle va s'agréger sur elle-même, donc en fait, ça s'effondre, et donc la matière se rassemble. On voit qu'en fait, elle tombe, elle va des régions un tout petit peu moins denses, qu'on va appeler les vides, elle va aller vers des filaments, et les filaments vont en fait nourrir les nœuds. Donc en fait, on passe d'un champ qui est ce qu'on appelle quasiment gaussien, où en fait, il y a des toutes petites fluctuations de densité, donc il y a des toutes petites régions où c'est un tout petit peu plus dense, des régions un tout petit peu moins denses, et par gravité, ces fluctuations, elles vont se creuser de plus en plus pour former en fait les vides et les nœuds reliés par des filaments. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait la toile cosmique. Et donc, au final, les amas de galaxies, eux, ils sont au nœud de cette toile cosmique, et c'est pour ça qu'ils sont super importants, parce qu'en fait, étudier les amas de galaxies, ça revient à pouvoir étudier comment les grandes structures elles se forment dans l'univers. Donc en fait, les amas sont du coup les nœuds, donc en fait, ils sont connectés à la toile par les filaments. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on voit par les simulations. On a essayé de voir si ça donnait pareil dans les observations. Et dans les observations, on voit bien pareil. Donc en fait, chaque petit point jaune, c'est une galaxie. Il faut se dire qu'on regarde dans une direction. Et donc, plus on va loin, et à gauche, on peut faire pareil à droite, en fait, on peut retracer, faire ce qu'on appelle une carte de la distribution de galaxies. Et quand on fait cette carte, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique. On retrouve bien en fait cette structure filamentaire. Bon, il y a beaucoup plus de bruit dans la réalité, mais on comprend bien que finalement, l'univers localement, il est sous forme de toile, et on retrouve bien les amas au centre. Donc moi, en particulier, je cherche à savoir comment est-ce que les amas ils se forment et ils vont évoluer dans cette toile pour justement mieux comprendre comment les structures elles se forment, comment elles sont affectées par la toile, qu'est-ce qu'on peut observer. Donc pour ça, en fait, on a les observations qu'on a vues avant. Donc principalement, on a les observations de galaxies, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc avec ça, on peut voir un peu cette toile. On a des fois les observations de gaz qui peuvent compléter. Et d'un autre côté, on a des simulations où là, on a tout. La matière noire, le gaz, les galaxies. Et moi, je travaille plutôt à l'interaction entre les deux, en fait. Ma méthode, c'est plutôt de tester est-ce que ça marche, est-ce que ça reproduit bien, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Donc en fait, par exemple, tout simplement, avec les simulations, on va trouver que les galaxies qui sont rouges, elles vont plutôt être dans les filaments. Est-ce que dans les observations, on voit la même chose? Dans les observations, on voit que 20% de galaxies rouges dans les filaments. Alors dans les simulations, on en voit 40%. Enfin, c'est un exemple. Et du coup, on va se dire, on a mal paramétré nos simulations. Donc après, il y a des gens qui peuvent changer les paramètres des simulations pour essayer de matcher de plus en plus avec les observations. Et donc, moi, je travaille à cette frontière entre les deux. Donc, typiquement, les autres méthodes que j'utilise, donc à la frontière entre observation et simulation, c'est retracer la toile cosmique. Donc, retrouver en fait ces filaments. Donc, pour ça, faut se dire que de base, on voit ça. Donc, c'est comme si on voyait juste les voitures et qu'on essayait de retracer les routes. Donc, on voit ça et on doit retrouver ça. Je ne sais pas si le petit dessin il va marcher. Donc typiquement, on a des algorithmes qui en fait vont essayer de retracer le squelette, ce qu'on appelle le squelette de la toile cosmique, en reliant les galaxies entre elles. Donc en vrai, c'est des algorithmes quand même assez bien développés, etc. Mais typiquement, au final, on se retrouve à relier des galaxies entre elles pour trouver les filaments.
Donc notamment, je fais ça avec Euclide. Donc Euclide, c'est la nouvelle mission spatiale qui est actuellement dans l'espace. Donc en tant que cosmologiste, on est pas mal à être sur Euclide, sur Paris. Parce que ouais, il y a un pôle très important Euclide sur Paris. Donc c'est une mission quand même qui a été demandée en 2011 et qui a été lancée ouais, il y a 2 ans. Moi j'avais fait ma thèse dessus, qui était il y a 10 ans. Donc voilà, ça regroupe pas mal de pays, c'est surtout bien ancré dans l'Europe. Il y a des équivalents Euclide américains, en général les missions se suivent, Europe-Amérique. Pour plus de détails, bon, elle est au point Lagrange. Donc moi je suis pas trop observation, mais bon, elle est un peu loin de la Terre. Et du coup son but, ça va être pendant 6 ans en fait, faire ces cartographies de galaxies. Donc ces cartes de galaxies, on en est quasiment partout, donc 1/3 du ciel au total, et jusqu'à une certaine profondeur qui est très importante pour nous pour pouvoir avoir en fait cette toile cosmique en 3D. Donc non seulement on va la voir, mais on va aussi pouvoir voir la profondeur jusqu'à un certain temps de l'univers. Et du coup, bah justement, en fait, son but, c'est la matière noire et l'énergie noire. Donc je vous spoil pas sur l'énergie noire, on va avoir un talk juste après dessus. Mais du coup, voilà. Et en fait, les amas sont des bonnes sondes à la matière noire et à l'énergie noire, parce que si on comprend comment les structures elles sont formées, on comprend... Enfin, comprendre les amas, c'est comprendre comment les structures se sont formées. Donc je vais vous montrer des belles images pour un peu la promo. Donc il faut se dire que ça, c'était les premières images d'Euclide l'année dernière. Donc ils ont observé cette petite zone jaune du ciel, donc qu'on peut voir ici. Et si on zoome sur cette image, on obtient ça. Et si on rezoome encore un peu dans cette région, on obtient ça. Et si on rezoome un peu là, on voit un peu un amas, on obtient ça. Et alors, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ah oui. Et si on essaye de tracer des filaments, grosso modo, on peut se dire bon, voilà. Donc moi, je travaille en fait directement sur les images Euclide pour essayer de retracer les filaments. On peut voir aussi, on va dire, 2 amas de galaxies. Et du coup, on peut essayer de relier les amas avec les filaments, pour des recherches que je vais vous montrer juste après. Et on peut même encore zoomer. Et donc en fait, vous voyez ces 2 galaxies là, on les voit plus en détail ici. Donc la force d'Euclide, c'est en fait aussi de pouvoir voir ce qu'on appelle la morphologie des galaxies. Donc est-ce qu'elles sont spirales, est-ce qu'elles sont elliptiques, c'est quoi leur couleur. Et en fait, c'est essentiel pour comprendre comment est-ce que les galaxies, elles évoluent dans justement cette toile cosmique. Donc des exemples sur ma recherche justement. Parfait, je crois que c'est fini. C'est qu'en fait, par exemple, là, on a pu tracer les filaments. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé genre 100 fois notre modèle de détection de filaments. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de traits. Et on se dit, bon, quand il passe un peu toujours au même endroit, c'est un filament qui est assez sûr, qui est assez bien détecté, la détection est robuste. Et si on zoome en fait autour d'un endroit où les filaments ils se connectent, bah, qu'est-ce qu'on voit? Un amas de galaxies. Et donc en fait, on peut regarder par exemple les amas de galaxies, ils sont connectés à combien de filaments? Donc là par exemple 3, là 4, 5, 6, ouais, 4. Et en fait on peut faire connectivité en fonction de la masse. Et donc en étudiant en fait ce nombre de filaments autour des amas, déjà on trouve certaines choses. Donc par exemple, plus ils sont massifs, plus ils sont connectés à un grand nombre de filaments. Et on se dit c'est assez logique parce que les amas, ils sont supposés avoir fusionné entre eux. Donc plutôt des petits amas de galaxies qui fusionnent entre eux, et au fur et à mesure de leur fusion, ça augmente leur connectivité, leur nombre de filaments autour. Donc un autre travail qui a été fait par ma collègue Clotilde, c'est regarder cette fois les galaxies. Et justement, en fait, leur morphologie, comment est-ce qu'elles s'alignent ou pas avec les filaments. Donc en fait, elle a vraiment cherché à voir l'alignement. Et ce qu'elle tend à voir, c'est qu'en fait, les galaxies, pas les spirales, mais les autres, donc les elliptiques, elles ont tendance en fait à être alignées avec les filaments. Donc tout ça, ça peut nous indiquer en fait comment est-ce que la galaxie elle tombe dans le filament, quel est l'impact du filament sur la galaxie. Et du coup, voilà,
les amas, c'est les meilleures structures de l'univers. Écoutez pas les planètes, etc. Et du coup, c'est les nœuds de la toile cosmique, donc c'est pour ça que c'est des objets qui sont cruciaux. C'est les plus massifs, c'est les plus gros, c'est les nœuds de la toile, donc c'est les meilleurs. Et voilà. Ok. Bah, j'ai oublié de vous dire que si vous posez une question, vous pouvez gagner un sticker. Donc il faut vraiment poser des questions. Et sinon, il y a aussi des cartes postales, mais malheureusement, ils ne fonctionnent pas parce qu'il y a tout l'information sur Euclide. Et c'est pas les plus belles. Normalement, on a des plus belles cartes postales. Là, c'est même pas des amas de galaxies. Je suis désolée. Tout a été pris par la fête de la science, mais ça reste joli quand même. Voilà, alors des questions. Il n'y a pas de questions trop basiques. Hein. Ah, je veux bien Ouais. poser une question. Il y a aucune question basique. Donc en fait, donc les filaments, les amas de galaxies, c'est la structure en fait de l'univers qu'on Ouais. observe. Ouais. Et la question que je me posais, c'est en fait les filaments, c'est quoi exactement? C'est du gaz, c'est des galaxies qui sont à l'intérieur du filament et qui tombent dans les amas. Et un peu la question subsidiaire, c'est pourquoi est-ce que c'est si chaud en fait? Parce que ça rayonne dans les rayons X, Ouais. donc c'est très chaud. C'est quoi la raison qu'il y a derrière? Bah, c'est des questions qu'on se pose, hein. Factuellement. On a quand même quelques réponses, donc que je vais pouvoir te donner, mais clairement, c'est des questions d'actualité. Donc, ce que tu as dit en deuxième, c'était tout à fait vrai. C'est si chaud, ouais. Les galaxies sont dans les filaments, pas seulement, mais majoritairement. Donc il y a des fois quelques galaxies qui se baladent dans des vides, etc. Mais oui, elles ont tendance à tomber dans les filaments et ensuite à tomber dans les amas. Donc c'est vraiment des canaux, comme des routes. Et en fait, ces routes, du coup, c'est comme si le ciment de la route, c'était la matière noire. Donc la plupart, c'est de la matière noire, malgré tout. Ensuite, il y a aussi un peu de gaz et des galaxies qui circulent dans ces filaments. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas voir le gaz dans les filaments. Parce que dans les amas, c'est assez chaud. Donc là, il est en X-ray, en rayon X. Mais dans les filaments, le gaz, il est un peu plus tiède. Et du coup, là, on a beaucoup de mal à le détecter. Et ça, c'est une question d'actualité. Détecter le gaz dans les filaments. Tout le monde le cherche. D'autres questions? Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que... Il marche pas. Merci. C'est pas fort, pas Oui. fort. Mais du coup, est-ce que ça veut dire Mais il fait quelque qu'on est chose. sûr qu'il y a du gaz dans les filaments, ou est-ce que si on ne le voit pas, ça peut aussi dire qu'il n'y en a pas forcément et qu'il se retrouve ailleurs peut-être, ou je sais pas? Ouais, bah en fait, on pense vraiment qu'il est là. Parce que déjà, les simulations, elles nous le disent. Donc on s'appuie beaucoup en fait sur les simulations. Mais c'est tout à fait vrai. En fait, c'est un enjeu justement d'actualité. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait, pour l'instant, en rayon X, c'est comme si on voyait juste ça. Donc en fait, on peut juste voir vraiment les amas. Et là, il y a des nouvelles missions à rayon X qui vont arriver. Et on va voir ça. Donc là, logiquement, on est censé le voir. Mais si on le voit toujours pas, ça veut dire que nos simulations se trompent et qu'il y a vraiment un bug. Moi, je me demandais comment on fait pour savoir que dans les amas de galaxies, il y a telle proportion de matière noire, telle proportion de gaz, telle proportion avec suffisamment de précision. Comment on peut savoir qu'il y a autant de matière noire par rapport au plasma, par rapport au... Je pense, enfin, du coup, je suis pas experte sur comment ils l'ont mesuré, mais je pense que grosso modo, c'est la moyenne. Après, il y a des amas, par exemple, qui vont être beaucoup plus chargés en gaz, d'autres beaucoup plus chargés en matière noire. Et c'est justement selon leur état un peu d'évolution. Quand on voyait toute cette diversité, d'amas, clairement, c'est pas factuel pour tous, mais du coup, c'est vraiment les observations multilongueurs d'onde qui permettent, et en moyenne, on trouve ça, et c'est ce qu'on s'attend par le modèle cosmologique qui nous dit qu'on est censé avoir tant de matière noire, tant de baryons. Ouais. Je
je m'aventurerai pas plus loin. Et ça doit être par les effets gravitationnels de la matière noire en fait. Oui, complètement. Ouais, la matière noire, il la mesure par effet gravitationnel, mais par exemple, on ne peut pas le faire sur tous. Si par exemple la maille n'est pas très massif, bah, du coup les effets gravitationnels ils vont être petits. Si on n'a pas des très bons télescopes, on va pas trop les voir. Donc on a toujours des incertitudes, etc. Là, c'est des amas qui ont été très bien observés pour qu'on puisse vraiment tracer ces zones bleues. D'habitude, on a juste à peu près la masse grosso modo à l'intérieur d'un cercle. On n'a pas la belle distribution. Mais ouais c'est ça. Merci pour la présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est pour les amas de galaxies, est-ce qu'il y a une règle pour qualifier d'amas de galaxies? Parce que sur les images d'Euclide, avant, on voyait qu'il y avait très peu. Enfin, visuellement, j'en discernais peut-être 2, 3, et pourtant, vous avez qualifié ça d'amas. Et la deuxième, c'est si on fait tourner les simulations sur un temps très très long, est-ce que du coup, on a la convergence de toute la masse dans un seul point? Parce que les amas, ils amènent à se fusionner. Du coup, est-ce qu'on a la matière qui se retrouve juste en effondrement de la matière dans un seul point, du coup, à terme? Alors ouais, la deuxième est super intéressante. Ça faisait partie d'un de mes long talks que du coup j'ai enlevé parce que je me suis dit il y a la partie énergie noire qui vient après, donc je pense que ça complétera ta réponse le talk d'après. Donc pour la première question, ouais, il n'y a pas vraiment de définition précise. En fait, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de galaxies, on appelle ça un groupe de galaxies plutôt qu'un amas. Mais typiquement, on dit qu'un amas, c'est au minimum 20 galaxies reliées. Et mais au final, des fois on parle plutôt en termes de masse, donc pour ça il faut avoir les 3 masses pour avoir la masse totale. Donc dans les simulations c'est plus facile en fait. On se dit à partir d'une certaine masse c'est un amas. Dans les observations, bah justement c'est un groupe, c'est un amas. La définition n'est pas claire. Et pour la deuxième question, ouais, c'est une très bonne question, on ne sait pas. Et je pense que la partie énergie noire peut-être va en parler. Mais au cas où, c'est justement ce qui fait partie de l'étude des amas. Voilà, c'est qu'en fait, comment est-ce que ça va évoluer? On ne sait pas. Peut-être on peut laisser ça pour Ouais. Constantin. Ouais, Constantin, tu vas y répondre? Monsieur, vas-y, c'est toujours intéressant. Comme Si ça se trouve, je me suis trompé. ça, tu auras le point de vue de quelqu'un qui est juste focus sur les amas, et après, tu auras le point de vue de quelqu'un qui est focus sur l'énergie noire. Parce que d'un point de vue amas, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, au début, tu as une toile, mais en fait, en effet, plus tu agrandis l'espace, donc l'expansion de l'univers est supposée agrandir l'espace et pas changer la quantité de matière. Donc en fait, ta toile, elle va se déchirer au cours du temps et du coup, au final, tes amas, ça va devenir que des points et la toile va disparaître. Si ça s'étend à l'infini, ce qui est assez proche va tomber, mais ensuite, il va y avoir 2 forces en fait, la gravitation qui fait que si c'est assez proche, ça tombe, mais si c'est assez loin, ça continue de s'éloigner et du coup... Ok, Ouais. merci. Ok. Dernière question avant qu'on pose. Oui, peut-être plus sur la matière noire. Est-ce qu'on arrive à cartographier la matière noire et savoir quelle est la relation entre la matière noire et la matière visible? On a réussi à trouver un lien et pouvoir faire des vagues prédictions entre les deux? Ouais, bah grosso modo, en fait, avec les simulations, on peut complètement le prédire. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des specs de puissance. Donc en fait, on va faire, au lieu de juste s'intéresser aux amas ou à des objets en particulier, en fait, on va prendre vraiment une fonction mathématique qui va permettre d'avoir grosso modo quelles sont les structures, à quelle échelle, ainsi de suite. Et on peut utiliser cette fonction mathématique pour le faire seulement pour la matière ordinaire et seulement pour la matière noire. Donc j'ai pas l'image, mais typiquement après on les divise pour voir quand est-ce que l'un affecte l'autre et ainsi de suite. Donc on a des prédictions très claires. Et après, selon qu'est-ce qu'on met dans nos simulations, si justement on met... Ouais, c'est là. Si justement on met ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs, plein de petits détails que là on n'est vraiment pas clair, selon comment on change ces recettes, ça change justement ce spectre de puissance. Et donc on n'a pas
assez de contraintes observationnelles dessus. On attend d'avoir plus d'observations pour pouvoir comparer. Mais c'est tout le débat justement. À grande échelle, on sait comment ça marche. À petite échelle, finalement la matière ordinaire, peut-être qu'elle joue un rôle différent et on ne le sait pas. Oui, en fait, où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache toute seule dans son coin ou elle se cache en relation avec les amas? Ah, elle se cache complètement en relation avec les amas. Ok. Ouais. En fait, on suppose que au premier ordre, il y a la matière noire qui trace les puits potentiels gravitationnels, et en fait, la matière ordinaire, elle tombe dedans. Donc à chaque fois, c'est une relation de la matière ordinaire qu'on voit, c'est parce qu'elle est dans des régions de matière noire. Ah, ok. Ouais, du coup, les deux sont liés. C'est vraiment... la matière noire, c'est le fleuve, et les étoiles, les galaxies qu'on voit, c'est les poissons. Mais du coup, on peut pas voir le fleuve. Mais à chaque fois, ils sont liés. Ok. Ouais. Ça, c'est sûr. À quel point ils sont liés, ça, on sait pas. Ok. Ok, bah, on va dire encore merci à Céline. Merci.